Alors, pour deux raisons. Pour que je puisse voir après m'améliorer et donc sur le format et enregistrer aussi l'intervention d'Amandine. Donc, comment ça va se dérouler cette matinale? On va se présenter brièvement au début, donc chacun, chacune. Et par la suite, Amandine va intervenir sur une thématique qui tient à cœur. Et on va discuter, dialoguer là-dessus. On va pouvoir faire des digressions comme on aime bien le faire. Moi, j'ai juste un impératif. J'ai un entretien à partir de 9h30. C'est OK, Franck? Ouais, pareil. Ouais, Mm. Ouais, pas. et bah très bien. Une petite heure. On va faire Parfait. dans cet horaire-là. Très bien. Alors, Amandine, je te laisse déjà te présenter. Oui, parce que je connais. Alors, Karine, on s'est déjà rencontrés lors d'une Oui, semaine. ici. Ouais. Mais Elodie, non, il ne me semble pas. Voilà. Donc, je me présente, Amandine Bentaleb Delmar. Donc, je suis psychologue du travail et coach. Et donc, je dirige une structure qui s'appelle Axe Ambition. Voilà, la vocation, c'est l'accompagnement des transitions professionnelles et la promotion de la diversité dans l'entreprise. Je dirais qu'il y a deux grandes thématiques. Voilà, je fais de l'accompagnement en bilan de compétences en transition professionnelle. Je fais du coaching individuel, coaching d'équipe et de la formation RH management. Et puis, j'ai tout un volet, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, sur le handicap, qui est une thématique effectivement qui me tient vraiment à cœur et sur laquelle j'ai beaucoup de plaisir à intervenir. Voilà. Ma structure, je l'ai créée il y a 2 ans et demi. Auparavant, en fait, pendant presque une quinzaine d'années, j'ai été directrice adjointe d'un organisme de formation, Isérois, un gros organisme. Et donc, en fait, je suis aussi, on va dire, une généraliste de la formation, de l'ingénierie pédagogique. Et puis, j'ai tout un background d'accompagnement sur du développement commercial, du management d'équipe. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que je peux Très dire d'autre. J'ai bien. 41 ans, j'ai 2 filles, c'est moi. Très bien. Voilà. Elodie, je te laisse continuer. Bah déjà, merci de m'avoir invitée, parce que du coup, c'est pas la première invitation, mais c'est la première à laquelle je peux assister, donc je suis ravie d'être avec vous. Donc, Elodie Fia, alors moi, je suis consultante indépendante en recrutement pour le Mercato de l'Emploi. C'est un réseau d'indépendants dans le recrutement. Donc, c'est tout récent puisque je viens de commencer fin août. Avant ça, j'étais dans une agence d'emploi, dans une agence d'intérim. Je faisais aussi du recrutement. Qu'est-ce que je peux vous dire? En 2017, en fait, je me suis reconvertie. Donc, moi aussi, Amandine, je suis sensible à la question du handicap parce que pendant plus de 10 ans, j'ai été éducatrice spécialisée auprès d'adolescents handicapés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon regard n'a pas changé. Et dès que je peux soutenir voilà, l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, faire passer des messages, et ben, j'essaie de le faire. Voilà un petit peu. Donc, moi, c'est vrai qu'en ce moment, bah, je développe mon activité, j'essaie de me faire connaître. Donc, bah, les débuts, c'est pas simple. Je me retrouve aussi à la maison puisque je travaille de chez moi. Donc, voilà, c'est toute une réorganisation, plein de nouvelles choses pour moi. Donc, voilà, je suis aussi ravie de rencontrer d'autres professionnels et de pouvoir échanger. Bah, alors, aujourd'hui, sur la question du handicap, c'est parfait parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et voilà, je suis tout à l'écoute d'Amandine pour connaître un petit peu son point de vue et savoir ce qu'elle a à nous dire sur ce sujet. Très bien. Voilà, sinon, bah, pour la question un peu plus personnelle, donc j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants. Voilà. Très bien. Merci, Elodie. Karine, je te laisse continuer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Elodie, je me demande si récemment sur LinkedIn, on n'est pas rentré en contact et je m'étais dit de te contacter. Je me demandais ce que c'était ce Mercado de l'emploi. Donc Oui, j'adore les... C'est ça, hein? oui, il me semble qu'on commence à se... Ouais, donc du coup, j'adore les synchronicités. Oui, rien n'est hasard. Ouais, c'est ça. Donc, merci Franck pour ton invitation. Écoute, j'ai tardé à répondre parce que c'était speed ce matin.
effectivement, et je me suis dit, bon, j'essaie de garder une certaine qualité de vie et de ne pas toujours être dans le rush, mais en ce moment, voilà, on est rattrapé par un certain nombre de choses. Donc voilà. Mais maintenant, je suis là, je vais en profiter pleinement et merci Amandine pour ton partage d'expertise. Donc moi, je suis Karine André, je suis consultante en psychologie positive et j'accompagne mes clients, des individuels et des entreprises à développer un état d'esprit positif et à développer des compétences en savoir-être, ce qu'on appelle les fameux soft skills, pour développer à la fois leurs ressources, leur capacité d'agir. J'aime bien parler de ça en ce moment et voilà, lâcher la posture de subir, mais reprendre les rênes sur un certain nombre de choses grâce à des compétences en savoir-être. Donc en ce moment, on travaille beaucoup sur la gestion du stress, sur la communication positive, sur l'assertivité, sur comment manager une équipe avec effectivement une baisse de motivation et d'engagement, avec des plis qui ont été pris pendant le confinement sur une certaine forme d'autonomie, mais une autonomie assez individualiste. Donc, comment on reconstruit un collectif fort. Donc voilà, moi, j'interviens que sur le capital humain, pas d'organisation, pas de réflexion voilà, au niveau RH, vraiment plus sur des formations à développer des compétences en savoir-être. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Avant, j'étais plus dans le management et le marketing. Et ce qui m'a amenée à me réorienter, c'est vraiment de me rendre compte qu'en général, pour tout projet, on avait des outils, on avait les moyens. En général, une ligne budgétaire avait été ouverte. Et puis, il y avait les hommes à manager. Et parfois, eh bien, on les laissait un peu sur le bord du chemin. Il fallait qu'ils suivent le projet et Inch'Allah. Donc, en fait, ce qui me plaisait, moi, c'était de me dire comment on peut réintégrer tout le monde dans un collectif avec cette notion de chacun reprend possession du sujet et fait sa part dans un engagement et une motivation qui lui ressemble. Et donc, une énergie qui est là, c'est ça qui m'anime. C'est à quel endroit je sens que ça y est, la personne a réenclenché une énergie pour avancer et se nourrir, parce que c'est ça, hein, le travail, ça doit être aussi un endroit où on s'épanouit et pas seulement où on subit. Voilà, et donc je suis... moi, je suis plus âgée, donc j'ai bientôt 50 ans et j'ai 3 enfants. Donc 2 ados jumelles qui sont en terminale, là, donc, et puis pour qui c'est chaud en ce moment. Et puis un garçon qui est en 4e. Voilà. Très bien, À merci toi, Franck. Karine. Ouais, alors je connais moins Elodie. Oui. Donc je vais me présenter. Franck Monod, je suis cofondateur de Prismo, qui est une jeune entreprise de 3 ans où justement on intervient sur le capital humain. Donc on est une application web qui permet de valoriser le capital humain, que ce soit un individu ou un collectif. Et voilà, on a toute une grande et belle communauté d'experts du capital humain, que ce soit coach, recruteur, formateur, conseiller. Et on les valorise au travers de Prismo Store, qui est un annuaire qui permet justement de valoriser ces offres auprès de vos clients. Donc voilà ce qui est Prismo brièvement. Moi, je m'occupe justement de l'animation de la communauté. Donc, je suis pas mal en relation avec vous. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je travaille aussi sur du marketing, sur la communication. Donc, donc voilà, on est en contact assez régulièrement. Et niveau personnel, j'ai 29 ans. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis sûre que tu as plein de choses à dire, mais bon, tu veux peut-être pas nous les dire, en fait, c'est ça? Bah, j'ai 29 ans. J'habite entre Cruzeil et Turin. Euh, donc, euh, donc voilà. Et je suis pas mal en télétravail, mais on a notre bureau à Annecy.
Donc, on est 10 dans l'équipe maintenant. Enfin, on est 9 plus bientôt 3 alternants. On accueille 3 alternants lundi et puis après dans 2 semaines. Donc voilà. Très bien. Et merci bien. Je vais donner la parole à Amandine. Ce que je vous propose, c'est que Amandine, tu présentes un petit peu la thématique pendant, pendant le temps qu'il te faut. Et on posera nos questions à la suite, si ça vous va. Oui. Ok. Alors, c'est complètement freestyle, hein, je vous préviens. Hein, Mais c'est ce qu'il faut. Ah, Y a pas de j'aime problème. bien. c'est de la totale impro. C'est quand tu démarres du coup l'enregistrement quand même. Comment? Je dis, tu as démarré l'enregistrement? Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, donc c'est vrai que Franck, quand tu m'as proposé d'intervenir sur une thématique, j'ai tout de suite pensé à la thématique du handicap. C'est une thématique qui m'est chère et qui est vraiment dans l'ADN de la structure Axe Ambition. C'est un cœur de compétences, un champ de compétences en tout cas que j'ai développé au cours de ces 15 dernières années. Je dirais que c'est un peu une combinatoire de hasard, d'opportunités qui a fait que je me suis retrouvée sur ce champ de compétences. En fait, hein. Je n'avais pas particulièrement de sensibilisation dans mon entourage. Je n'avais pas particulièrement été sensibilisée à ces questions dans le cadre de ma formation initiale, parce que ma formation initiale, c'est une formation de psychologue du travail. J'y avais été un peu sensibilisée, mais finalement assez peu. Et puis, j'ai intégré, en fait, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, un organisme de formation qui était vraiment spécialisé dans l'accompagnement de publics en difficulté, et notamment de personnes en fait, qui étaient en situation de handicap. Ce qui a fait que de fil en aiguille, j'ai développé cette expertise d'accompagnement. Et puis, quand j'ai créé Axe Ambition, donc il y a bientôt 3 ans maintenant, eh bien, j'ai démarré avec un marché en fait où j'accompagne, d'ailleurs un marché sur lequel je suis toujours, j'accompagne en fait des personnes, des salariés en situation d'inaptitude potentielle. Donc, on va dire qu'ils sont menacés d'inaptitude sur leur poste de travail. Et donc, eh bien, j'ai continué à développer cette expertise dans le champ du handicap. Alors, quand on parle de handicap et entreprise, en fait, le spectre, il est large. Là, ce que je vous présente, c'est une partie, c'est-à-dire le champ de l'inaptitude. Comment on fait quand un salarié se retrouve avec une problématique de santé sur son poste de travail et qu'il ne peut plus exercer le métier qu'il faisait jusqu'à présent. Donc, ça c'est un des champs en fait, d'intervention possible en lien avec l'handicap et l'entreprise. Et nous, en tant qu'experts RH, notamment dans le réseau expert RH Prismo, mon propos, c'était de dire comment on peut intervenir pour accompagner les entreprises et puis, bien entendu, aussi les personnes qui se retrouvent dans cette situation, qui sont les premiers concernés, pour les aider à rebondir et comment en fait on va transformer quelque chose de pénible et de négatif en quelque chose de positif pour la suite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois et que je présente les choses. Donc là, c'est toute cette partie-là en fait sur laquelle j'interviens sur le handicap dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, mais qui me semble en fait intrinsèquement liée, qui est la question en fait de la promotion, de la sensibilisation à la diversité dans l'entreprise. Et là, notamment sous le prisme du handicap, sur la question du handicap. Parce que quand on parle de promotion de la diversité dans l'entreprise, donc là, j'en réfère à la capsule RH que j'ai rédigée et qui paraîtra la semaine prochaine, où je parle de la diversité dans l'entreprise. En fait, il y a 25 critères de diversité qui sont retenus par le législateur. C'est très en lien avec les lois contre la discrimination. Et aujourd'hui, je vous parle d'un des critères, enfin on va dire deux, puisqu'il y a le handicap, c'est comment on sensibilise les entreprises, les collaborateurs, les managers à la question du handicap et comment en fait on le présente sous une forme positive sur comment ça peut apporter quelque chose à l'entreprise, d'accord? Donc ça c'est la sensibilisation, on va dire, à la diversité. Et puis il y a aussi la question de la problématique de santé, parce que toute personne qui a une problématique de santé n'a pas forcément une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Hein, ce sont deux choses différentes. Donc, si on part assez large, on peut partir de préjugés et stéréotypes, parce que souvent, moi, je commence par là, c'est-à-dire que
le fonctionnement de notre cerveau, il est fait de cette manière-là. Cognitivement, on a une tendance à l'économie cognitive. On va pouvoir faire le moins d'efforts possible. Et donc, on va catégoriser, classifier. Et donc, eh bien, quand on parle de handicap, très fréquemment, à quoi on va penser? La première représentation qui arrive, c'est quoi quand je parle de handicap? Souvent, c'est, à votre avis, je ne sais pas. Le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant. Voilà. Alors, c'est vrai que oui, tout à fait. Donc, merci Élodie. Le fauteuil roulant, parce que bon, déjà, c'est vrai que les pictogrammes que l'on peut voir, notamment sur le stationnement pour les personnes à mobilité réduite, eh bien, il y a un pictogramme avec une personne en fauteuil. Et donc, ça induit forcément au niveau de nos représentations. Puis, c'est vrai que on va chercher très souvent des situations extrêmes sur lesquelles on va catégoriser. Donc, quand on parle de handicap, souvent, quand j'arrive dans l'entreprise pour sensibiliser au handicap, on me dit « Oui, mais bon, nous, on n'a pas d'accessibilité, etc. » Donc, tout de suite, on pense à fauteuil roulant. Alors qu'en réalité, pour les personnes qui ont une RQTH, donc une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, moins de 5% des personnes, en réalité, sont en fauteuil roulant. Alors, je ne minimise pas la problématique des personnes qui sont en fauteuil roulant, mais en réalité, dans le champ du handicap, en fait, eh bien, les personnes à mobilité réduite représentent moins de 5%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de 85% des handicaps qui sont invisibles. Et donc, quand on parle de handicap dans l'entreprise, eh bien, on parle de tout type de handicap. C'est-à-dire qu'un maître nageur qui serait allergique au chlore, par exemple, qui développe une allergie au chlore, il est éligible à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Pourquoi? Yes, Franck? Non, j'ai cru que tu voulais intervenir. Non, ça m'étonnait de cet exemple est assez frappant, ouais, donc j'attendais la suite. Ah, voilà, d'accord, ok. Donc, hop, je ne fais pas du teasing, je me lance tout de suite, je lève le suspense. Oui, donc, oui, effectivement, pourquoi un maître nageur qui serait allergique au chlore serait éligible à la RQTH, ou pourquoi une coiffeuse qui développe une allergie aux produits chimiques qui sont dans les colorations, par exemple, peut être éligible à une RQTH? Tout simplement parce que ça constitue ce qu'on appelle une limitation professionnelle. Voilà. Le handicap, en fait, c'est la définition du handicap, au sens de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Donc, dans la loi de 2005, c'est une limitation professionnelle. Ça veut dire qu'en fait, j'exerçais un métier et puis j'avais développé un professionnalisme, des compétences sur ce métier. Aujourd'hui, j'ai une problématique de santé qui fait que je ne peux plus exercer ce métier. Et donc, je vais être pénalisée en quelque sorte parce que je vais devoir faire une transition professionnelle ou je vais devoir avoir un aménagement de poste. Alors là, il y a plein de cas de figure possibles. Bien entendu, on peut en parler pendant des heures. Donc, en un quart d'heure, je vais pouvoir balayer de façon très large. Mais oui, ça constitue une limitation professionnelle. Par contre, notre maître nageur qui a développé une allergie au chlore, mais qui va se reconvertir, je ne sais pas, il va faire aller un BE métier du sport, activité pour tous, et qui va ensuite aller travailler dans une salle de sport, par exemple, n'importe quoi, c'est un exemple de transition possible, avec un transfert de compétences, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur une réorientation à 360 degrés, mais on va travailler sur des compétences existantes, sur des intérêts certainement qui sont présents en lien avec une activité sportive, et on va développer, on va transférer sur une nouvelle activité professionnelle. Eh bien, ce maître nageur qui deviendrait coach sportif dans une salle de sport, par exemple, là, il n'a pas forcément de limitation professionnelle. Alors, il ne pourra peut-être pas faire de cours d'aquabike, d'accord? Mais il y a plein de choses qu'il pourra faire en parallèle. Et donc, sa limitation professionnelle, elle ne s'applique qu'à un champ donné. C'est en ça que je veux dire que le handicap, il y a la notion de compétence avant tout. Quand j'accompagne des personnes qui se retrouvent dans cette situation, au-delà de la limitation professionnelle, eh bien, ce qu'on travaille, c'est oui, il y a une limitation professionnelle, certes. Donc, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez être dans une activité qui soit aussi respectueuse de votre problématique de santé et de votre corps à terme. Parce que la difficulté, c'est que derrière, bien très souvent, les personnes vont tenir sur leur poste de travail. Puis à un moment donné, c'est comme une branche en fait qui se plie beaucoup et à un moment donné, elle va casser parce que le corps, il peut dire stop à un moment donné et que ça n'est plus possible. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, moi, j'accompagne des salariés en transition professionnelle qui me sont orientés en fait par les médecins du travail, par les services de la CARSAT, des services qui sont très performants,
avec qui on travaille sur des partenariats qui sont vraiment super. D'ailleurs, je salue leur travail hein, parce que c'est vraiment des partenaires extraordinaires. Et donc, la CPAM, la CARSAT ont des services sociaux qu'on appelle prévention de la désinsertion professionnelle et qui accompagnent des salariés qui sont en arrêt de travail, plus ou moins longue durée. Alors, souvent, quand ils me sont orientés, c'est qu'ils sont en arrêt de longue durée, pour qu'on puisse travailler en amont d'un éventuel licenciement pour inaptitude, parce que parfois c'est ce qui se passe, sur un nouveau projet et quelque chose qui soit plus respectueux de la problématique de santé. Alors, quand on parle de handicap, eh bien, il y a différentes familles de handicap. Il y a le handicap moteur. Et le handicap moteur, ça n'est pas nécessairement, ça peut être une personne qui est à mobilité réduite, mais ça peut être aussi une personne qui a une problématique, je ne sais pas, ça peut être une problématique de dos, ça peut être une problématique à la cheville, ça peut être une problématique à l'épaule. Et donc, à un moment donné, eh bien, cette problématique de santé, de fait, elle limite l'activité professionnelle. L'activité professionnelle peut engendrer des problématiques de santé supplémentaires. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il y a tout un tas de choses qui sont possibles pour travailler sur un nouveau projet. C'est vraiment le message que je souhaiterais faire passer. Si à un moment donné, il y a des auditeurs qui se retrouvent dans cette situation, c'est les choses, il y a toujours des options, il y a toujours des solutions. Mais parfois, on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une forme de passivité professionnelle. C'est-à-dire que la passivité, au sens de l'analyse transactionnelle, moi je travaille beaucoup avec les outils de l'analyse transactionnelle, ce n'est pas forcément de rien faire, mais des fois la passivité, c'est entretenir un processus, continuer, alors qu'on se rend compte à un moment donné que ça n'est plus possible. Et donc, il y a toujours des options. Et ces options peuvent être accompagnées pour les travailler. J'ai parlé de licenciement pour inaptitude, ce sont les cas les plus extrêmes, donc oui, il y en a, mais parfois, certaines problématiques de santé nécessitent simplement un aménagement de poste. Et quand on parle d'aménagement de poste, ce n'est pas forcément des choses qui sont complètement extravagantes. Ça peut être des choses qui sont très, très simples. J'ai accompagné une personne qui était hôtesse de caisse qui un jour se cogne le pouce contre une caisse, mais assez violemment. Le pouce est invalide, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus suite à cet accident qui paraît quand même très trivial comme ça, mais en fait, il y a eu des conséquences très importantes, plusieurs opérations, etc. Avec des problématiques de tendinite qui sont venues s'ajouter, etc. Et donc, on a travaillé sur un projet de reconversion. Cette personne, en fait, était très, très douée, elle avait vraiment de l'appétence pour tout ce qui était raisonnement numérique, appétence pour les chiffres. Et donc, on a mis en place une reconversion, un projet de secrétaire comptable avec une formation qualifiante. Il y a toujours des passerelles, des possibilités de financement de formation pour travailler après sur du développement de compétences. Et donc, cette personne, elle avait besoin d'un aménagement de poste parce qu'en fait, au niveau du clavier de l'ordinateur, elle ne pouvait pas se servir de la souris, donc il fallait qu'elle ait un ordinateur portable avec un pad, etc. Enfin, voilà. Mais c'est des aménagements qui sont très mineurs. Il y a toujours des solutions. Il y a des acteurs en fait, qui sont compétents pour accompagner les personnes et les entreprises sur ces sujets, et donc il ne faut pas hésiter à les mobiliser. Donc voilà, donc j'ai parlé du handicap moteur. Vous avez ensuite des personnes qui peuvent avoir une maladie invalidante. Ça peut être du diabète, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être des cancers, ça peut être des problématiques cardiaques qui sont aussi éligibles à la RQTH. J'ai accompagné par exemple un conducteur de transport routier de marchandises qui était à l'international et qui avait eu une crise cardiaque assez violente. Et donc, la médecine du travail vraiment déconseillait fortement qu'il puisse reprendre la route sur de si longs trajets avec la fatigabilité qu'il pouvait y avoir, etc. Eh bien, par exemple, c'est une situation de limitation professionnelle. Vous avez le champ de la déficience mentale, avec des personnes qui ont un retard mental. Alors, on ne va pas rentrer forcément dans les détails là tout de suite, mais des personnes en fait qui peuvent avoir des difficultés dans l'idéation, dans la compréhension de consignes, des difficultés en fait dans une efficience dans la réalisation des tâches qui va être plus lente, par exemple, qu'une personne qui n'aurait pas cette limitation professionnelle. Vous avez des personnes qui peuvent avoir des déficiences psychiques. Aujourd'hui, la première cause d'invalidité sécurité sociale, c'est la déficience psychique. Donc là, on est dans le champ des pathologies telles que la dépression ou les psychoses.
Le burn-out aussi est rentré récemment dans la classification internationale des maladies en novembre 2019. Il est maintenant codifié et reconnu. Et pour ma part, avec Axe Ambition, j'accompagne beaucoup de personnes en burn-out avec l'idée, c'est comment on se remobilise vers une reprise, tout doucement, avec les ressources qu'on a, avec ce qu'on a vécu, et comment on sort de ce cycle de la passivité professionnelle où je suis allée au bout d'un processus, en fait, pour aller vers autre chose. Je dirais une nouvelle orientation qui va être plus respectueuse de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on aura compris aussi de ce qui a pu nous arriver à un moment donné. Vous avez aussi tout le champ des déficiences cognitives avec des personnes qui ont pu faire, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux. Les troubles 10 aussi sont éligibles à la RQTH. Vous voyez, en fait, le champ du handicap, il est beaucoup plus large que simplement une personne à mobilité réduite, bien que ce soit aussi un sujet important dans l'entreprise. J'accompagne des personnes à mobilité réduite et malheureusement, on se trouve encore confronté à des problématiques d'accessibilité, notamment de certains centres de formation, et ça vraiment je le déplore. Je sais que c'est une loi qui est difficile à mobiliser et à déployer sur cette question de l'accessibilité des bâtiments, mais c'est un vrai sujet en fait pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Et je m'y suis retrouvée encore confrontée récemment avec une personne que j'ai accompagnée qui n'a pas pu entrer sur une formation qui pour autant était vraiment quelque chose qui aurait pu être top pour lui. Et malheureusement, en fait, le bâtiment n'était pas accessible. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens d'e-learning, tout ça, on a bon espoir que les choses puissent se développer différemment. Donc, voilà sur la question de l'inaptitude, c'est-à-dire que nous, experts RH, on a cette compétence pour accompagner les entreprises, les managers aussi, sur comment je fais quand j'ai une personne qui revient d'un burn-out, parce que c'est jamais anodin. Le burn-out, en fait, il est à la croisée entre des facteurs personnels, certes, mais des facteurs aussi organisationnels, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc, il y a des diagnostics possibles, il y a des cabinets qui sont spécialisés sur ces questions-là et on peut accompagner les entreprises et les collaborateurs sur comment je rebondis progressivement vers autre chose, soit sur une reprise d'activité, soit sur une nouvelle orientation professionnelle. Et puis, c'est vrai que ces questions d'inaptitude, moi, elles me touchent tout particulièrement. J'accompagne beaucoup de personnes dans ce secteur-là, que ce soit des entreprises ou que ce soit des individus qui sont dans cette situation. Il y a souvent des incompréhensions qui se tissent entre les employeurs et les personnes qui sont en arrêt. Il y a une culpabilité souvent des personnes de se dire mais je ne vais jamais arrêter et là je dois m'arrêter. Et oui, des fois, on doit s'arrêter aussi pour se protéger, mais surtout pour rebondir et puis pour retravailler sur quelque chose qui sera plus respectueux de soi-même et où on sera plus aligné, plus efficace aussi pour plus de performance dans l'entreprise. Tout ça, ça va avec aussi comment on porte un regard bienveillant quand une personne rencontre une problématique de santé, parce que en réalité, alors quand je reçois les gens souvent pour la première fois, je leur dis, vous savez, on peut tous être confrontés à un moment donné dans nos vies à une problématique de santé, et je pense qu'il y a certaines personnes en fait qui ont besoin d'y être confrontées pour comprendre, d'autres pas. Bon, voilà, on n'est pas. Ça, c'est les différences interindividuelles. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'intervenir sur comment on pose un regard bienveillant aussi sur la personne qui, à un moment donné, a une problématique de santé et quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place dans l'entreprise. Comme je le disais, il peut y avoir parfois des aménagements de postes, des réorganisations qui peuvent se faire. Donc là, on est plutôt après sur le champ de l'organisation du travail. Comment on réorganise le travail pour soutenir une personne qui va rencontrer une problématique de santé qui parfois peut être temporaire. Comment, en équipe, on met en place des modes de fonctionnement en intelligence collective qui permettent de mieux intégrer aussi les problématiques de santé dans l'entreprise. Les problématiques de santé peuvent être des accidents de vie, mais elles peuvent être aussi générées par les situations de travail. Voilà, donc ça, c'est la partie en fait, sur laquelle j'interviens, moi, sur les inaptitudes et les problématiques de santé au travail. Et puis, il y a un autre champ sur lequel j'interviens qui est la sensibilisation des équipes au handicap et donc à la diversité dans l'entreprise, plus particulièrement au handicap, j'interviens sur tous les champs et le handicap plus particulièrement parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans cette situation.
Et donc, je suis récemment intervenue dans une équipe, et là, notamment sur la question de la neurodiversité, plus particulièrement sur les troubles du spectre autistique et le syndrome, notamment dans l'accompagnement d'une personne qui a le syndrome d'Asperger, qui est un trouble du spectre autistique haut niveau. Et la demande qui m'a été faite par cette entreprise, alors je prends cet exemple, il y en a d'autres, mais la demande qui m'a été faite, c'est, bon, les managers sont un petit peu désemparés, donc on sait que cette personne a une RQTH, mais on ne sait pas trop pourquoi, la personne n'a pas d'obligation de communiquer sur le pourquoi du comment, elle n'a même pas l'obligation de communiquer sur le fait qu'elle a une RQTH. Alors, je ne dis pas qu'elle ne doit pas le faire, mais en tout cas, elle n'a pas l'obligation de le faire. Et puis, il y avait des difficultés relationnelles avec les équipes, dues aux particularités du syndrome d'Asperger, et notamment sur la question des codes sociaux, des relations sociales. Et donc, la commande qui m'a été faite par l'entreprise, c'était comment on accompagne les managers. Donc là, c'est de la transformation de pratiques managériales en lien avec comment je manage la diversité, en fait. Parce que, bon, la diversité, c'est nous, en fait. On est tous différents, donc on est tous divers, le monde est divers. Et comment je sensibilise les équipes, alors sans faire forcément le focus sur le trouble du spectre autistique, mais d'une façon plus large. Enfin, moi, c'est ce que je leur ai proposé, en tout cas en disant on ne va pas non plus stigmatiser, c'est-à-dire que le handicap, il est protéiforme, et donc on va, ce que j'ai proposé, c'est on va échanger sur c'est quoi le handicap, et puis on fera un focus sur le trouble du spectre autistique. Donc c'est une expérience qui a été très, très marquante, même pour moi, en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne, en tant qu'individu, parce que je pense que quand on fait le métier qu'on fait, on le fait avec le cœur, parce que sinon on peut aller faire autre chose. C'est compliqué si on ne le fait pas avec passion, avec le cœur. Et donc c'est vrai que ça a été une expérience qui a été vraiment marquante, parce que la personne qui avait ce TSA a co-animé avec moi, a souhaité, je lui ai proposé, et donc il a dit OK. Et donc il a animé avec moi cette sensibilisation, et c'était vraiment un beau moment de partage sur la différence, et comment, quand on sensibilise un minimum les équipes sur les problématiques de santé que peuvent avoir certains collaborateurs, eh bien on sort, en fait, on va sortir des sentiers battus. C'est-à-dire qu'on est on est presque dans un changement de type 2, c'est-à-dire que la réalité, finalement, on la voit complètement différemment. Il y a presque un avant et un après. Et on comprend mieux certaines réactions, parce qu'on y est plus sensibilisé, on y est plus ouvert. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie sensibilisation des équipes. Et puis ensuite, il y a tout l'accompagnement managérial sur comment je fais quand je suis face à telle réaction que je ne comprends pas. En tant que manager, on n'est pas tout puissant, on n'est pas invulnérable quand on est manager. Et puis, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Et donc, la sensibilisation sur les problématiques de santé dans l'équipe, ça amène beaucoup plus de bienveillance, de fluidité dans les échanges, de transparence aussi. Et puis, ça permet aussi aux managers d'arriver à mieux se positionner, en fait, face à la parfois, pourquoi il réagit comme ça, et il est en arrêt, là, il n'était pas là, et là, il est fatigué, etc. Donc, voilà. Mais avant tout, le discours, c'est handicap et compétent. La GFIP avait fait une super opération de communication il y a quelques années avec Jamel Debbouze. Moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait. Et en fait, c'était j'ai un handicap, mais je suis compétent, quoi. Jamel Debbouze, c'est cette problématique au niveau de son bras. Et par ailleurs, en fait, il fait des trucs extraordinaires, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on est limité sur une partie des choses. D'ailleurs, on a tous en réalité des limitations. Il y a des choses sur lesquelles on est plus ou moins performant, par exemple. On a tous, parfois, j'ai mal au dos, j'ai mal machin, et donc, ah oui, si j'avais une activité professionnelle qui sollicite mon dos toute la journée, je serais quand même sacrément embêtée, quoi, parce que nous, par exemple, consultants, ok, on fait beaucoup de voitures, on intervient, etc. Enfin, on n'est pas toute la journée en train de porter des charges lourdes, par exemple, d'accord ? Donc, si on a une problématique de dos, on va pouvoir vivre avec. Voilà. Enfin, plus simplement, peut-être que quelqu'un qui est préparateur de commandes ou qui fait de la manutention, etc. Très bien. Voilà. Très bien. Bon, blablabla, je pourrais continuer pendant hyper longtemps, mais bon. Surtout que là, je suis partie en complètement freestyle. Mais si je devais conclure sur ces sujets-là, sur la question des problématiques de santé et du handicap d'entreprise, il y a toujours des options, il y a toujours des solutions. Voilà. Bravo. Merci Amandine pour ton intervention.
Je vais commencer un peu les questions-réponses comme ça, vous allez pouvoir rebondir. Moi, j'ai une question qui est, tu as parlé de l'aspect personnel et puis professionnel. Comment, quand tu accompagnes quelqu'un, tu arrives à gérer ces deux dimensions parce que je pense que c'est pas forcément évident de rentrer dans cette sphère personnelle. Mm. Oui, alors merci pour ta question. Bon, alors c'est vrai que avec le métier que je fais, je rentre beaucoup dans la sphère personnelle. C'est vrai que Hmm. de fait, quand j'accompagne une personne, elle va se livrer progressivement. Si l'alliance est faite, c'est-à-dire que c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Souvent, les personnes que j'accompagne vont me choisir, c'est-à-dire qu'ils ont le choix, ils peuvent aller voir plein de personnes. Il n'y a pas que Amandine sur la place de Grenoble, il y en a plein d'autres, d'accord. Donc, il y a une alliance qui se crée. Et donc, cette relation de confiance, à un moment donné, elle va permettre le libre-échange dans l'authenticité pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur les facteurs personnels et quels sont les mécanismes que j'ai mis en œuvre et qui ont fait que parfois je suis allée au bout d'eux, alors que peut-être que j'aurais pu m'arrêter avant, mais vous savez, avec les scies, on refait le monde, d'accord. L'idée, c'est pas de se flageller, d'accord. Donc, le temps des croisades et de Saint-Louis, c'est terminé, mais c'est de se dire, bon, ok, voilà, ce qui s'est passé, ça, c'est les facteurs perso, ce qui vient de moi, de qu'est-ce que j'ai mis en œuvre à un moment donné. Et puis, quels sont les facteurs organisationnels? Là, je travaille beaucoup avec les grilles d'analyse de l'INRS sur les risques psychosociaux. Quels sont en fait les facteurs dans l'entreprise qui ont fait que je suis arrivée à cette situation, parce qu'on parlait du burn-out quand j'ai parlé de facteurs personnels et organisationnels, à la croisée des deux. Hmm. Pourquoi Ok. j'ai supporté une charge de travail importante. Il y a plein de bonnes raisons. Parfois, il peut y avoir des arrêts, il peut y avoir des surcroîts d'activité. On est dans des périodes dans l'entreprise où des fois, il y a des stop and go, il n'y a pas de recrutement possible. Les dirigeants n'ont pas forcément tout le temps la visibilité nécessaire, en plus, dans cette période de Covid, pour engager des recrutements. Donc, il y a toujours plein de bonnes raisons. D'accord. On dit que tout comportement vise une intention positive. Donc, il y a toujours une intention positive derrière. Quand je continue, alors que j'ai mal au dos, je continue, il y a une attention positive. Je ne veux pas planter mon employeur, j'ai peur de l'opprobre social. Il y a plein de raisons possibles. Ce qui est important, c'est comment j'analyse rétrospectivement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on fait tous des erreurs, c'est la vie, on est des êtres humains. Mais comment je ne les répète pas à l'infini? Est-ce que Elodie et Karine, vous avez justement des expériences dans ce domaine? Est-ce que vous avez déjà été confrontés à ça? Moi déjà, je voulais juste rebondir sur la question que tu as posée à Amandine et la réponse qu'elle a apportée. Euh, du coup, je pense que le personnel et le professionnel, en fait, ils sont intriqués. On n'a pas d'un côté le personnel et d'un côté le professionnel. Je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est lié. Du coup, pour répondre aussi à ta question, bien sûr que c'est difficile d'accompagner le personnel. Je te rejoins sur la question de l'alliance. Je le retrouve aussi dans mon travail puisque j'accompagne des candidats. Et c'est vrai que cette question de la confiance et de l'alliance, elle est très importante pour que la personne, en fait, elle se dévoile. Et c'est aussi ce que je mets en avant auprès de mes clients en disant que nous, au Mercato de l'Emploi, on essaie vraiment de développer comment dire, le côté humain, le côté candidat pour faire ressortir le meilleur de la personne, en fait. Et si la personne est en situation où elle se sent à l'aise, en confiance, elle va pouvoir, voilà, elle va pouvoir se dévoiler et montrer des aspects qu'elle n'aurait pas forcément montré si elle avait eu un entretien direct dans l'entreprise, par exemple. Voilà, donc ça, c'était... Après, une situation que j'aurais vécue, qui se rapproche du sujet, c'est vrai que quand j'étais éducatrice spécialisée, j'accompagnais des jeunes vers l'emploi. Et c'est vrai que, bon, alors c'était un handicap psychique. Et je trouve que c'est très, très compliqué de faire évoluer les mentalités au niveau de l'entreprise. Hein, le handicap, ça fait peur. Le handicap, on parlait du handicap aussi psychique, le burn-out. C'est vrai que depuis novembre 2019, il a été reconnu. Mais je veux dire, c'est une reconnaissance. Alors, c'est un premier pas,
mais je ne sais pas ce qu'Amandine en pense et son ressenti. Mais il y a encore, il y a encore beaucoup de travail. Enfin, j'imagine que c'est un travail de fourmi aussi que tu fais en entreprise parce que chaque entreprise est différente, est composée de personnes différentes. Donc voilà, cette question de la diversité, c'est vraiment un travail quotidien. Et moi, j'ai été amenée aussi, quand j'étais en agence d'emploi, à rencontrer beaucoup de personnes qui avaient des RQTH. Et c'est vrai que les gens, c'est là que je me disais que j'avais réussi à les mettre en confiance. Elles arrivaient à en parler et à en faire quelque chose en disant, bah oui, certes, c'est un handicap, mais à côté, j'ai développé beaucoup de choses voilà, pour sortir de ça et en faire une force, quoi. Mm. Voilà un petit peu mon expérience par rapport à ça. Et Karine, est-ce que tu veux rebondir? Est-ce que tu as une expérience là-dedans? Alors, oui, il y a plein de choses qui fait écho et sur lesquelles je me retrouve, hein, et c'est intéressant, c'est agréable. C'est cette idée de se dire, bien évidemment, quand j'interviens dans le champ de l'entreprise, la prise de conscience et l'accompagnement sur le développement des compétences, je vais l'orienter dans le champ de l'entreprise. Mais au final, c'est bien une des phases de la même personne et on vient plutôt l'aider à éclairer des compétences qu'elle a en interne et effectivement à se remettre en mouvement et ça va avoir des répercussions positives dans sa vie perso aussi. Et bien évidemment, très souvent, il y a des choses perso qui remontent en disant ah ouais mais en fait je comprends effectivement mon manque de confiance en moi, et bien je l'affirme aussi à cet endroit-là, ou mon manque d'assertivité ou la capacité à ne pas savoir dire non, ben en fait je l'ai aussi avec mes amis, etc. Donc en fait on est tout le temps sur cette comment dire cette frontière qui n'existe pas entre qui je suis au travail et qui je suis dans ma vie personnelle, et on est plutôt sur qui je suis tout simplement. Mais on peut complètement encadrer la personne à réfléchir sur sa posture et ses attitudes et ses valeurs et talents dans le monde du travail. Mais il y aura, par effet de diffusion, de résonance, des chouettes aussi pour sa vie perso, parce qu'elle va avoir des prises de conscience sur sa relation avec ses enfants, avec son entourage, etc. Donc voilà. La deuxième chose par rapport à cette notion de... Alors moi, je ne connais pas du tout, ça n'a jamais été une orientation de mes accompagnements, mais j'aimerais bien. Hein, je trouve que chaque... pour moi, le sujet, c'est pas cette notion d'incapacité. Le sujet, c'est qu'est-ce que la personne elle a envie de reprendre comme, comme décision et comme place, entre guillemets, dans l'entreprise. Et en fait, à cet endroit-là, moi, j'aime accompagner en disant, mais en fait, qu'est-ce qui vous anime, de quoi vous avez envie de vous débarrasser et comment vous avez envie de continuer à avancer. Et parfois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en termes de pédagogie aussi, pédagogie pour elle, c'est-à-dire que comment elle se réapproprie ce qui lui arrive avec non pas une énergie down en se disant, bah voilà, c'est horrible, c'est pas de chance, en plus, voilà, à l'extérieur, voilà, c'est compliqué, mais comment en fait, bah, effectivement, on fait preuve de résilience, hein, c'est une des compétences qu'on développe, et puis on fait avec quelque chose qui nous ressemble quand même, quoi. Et ça, c'est le cas dans le cadre des burn-out, où là, effectivement, je fais des interventions, beaucoup de sensibilisation pour justement apporter d'autres éléments qui permettent un autre regard sur ce qui arrive. Et que ça n'arrive pas qu'aux autres, et que ça n'arrive pas que dans d'autres entreprises, et que ça n'arrive pas que aux personnes ceci, cela. Donc on vient un peu effectivement couper les clichés, ou en tout cas nourrir une autre réflexion et dire bah oui. Et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans une entreprise où le directeur m'a appelé, j'étais déjà intervenue pour eux sur d'autres sujets, et il était en panique parce qu'un de ses meilleurs collaborateurs partait en burn-out et qu'il n'avait rien vu. Ouais. Parce que c'était un collaborateur qui s'engageait énormément dans son travail depuis toujours, qui était sur tous les fronts depuis toujours, qui avait une énergie de dingue depuis toujours, et qu'à un moment donné, c'était juste sa personnalité. Mais à un moment donné, eh bien, il y avait aussi des signaux que personne n'a vu parce qu'il l'avait enfermé dans une boîte. Il est comme ça, il regorge d'énergie, il va dans tous les sens, blablabla. Et donc, c'est le candidat idéal au burn-out, hein. Du coup, le surengagement. Exactement. Et donc, c'est cette idée de, s'il l'avait su plus tôt, donc cette sensibilisation, elle est intéressante parce que il aurait peut-être porté un regard un peu plus
comment dire, attentif en se disant est-ce qu'il n'y a pas une glissade. Donc voilà, donc pour moi la sensibilisation et la pédagogie et l'échange et le partage autour de thématiques, que ce soit effectivement la personne en situation de handicap ou le burn-out, etc., c'est très précieux et ça peut prévenir, enfin en tout cas être dans le cadre de la prévention. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis du coup, Karine, effectivement, parce que j'ai animé des groupes de parole à la CARSAT pour des personnes en arrêt de longue durée en burn-out. Donc là, on était plutôt sur un aspect, je fais circuler la parole, mais plutôt sous format de thérapie de groupe, on va dire, voilà. Et les personnes qui étaient présentes étaient toutes des personnes qui ont été surengagées dans leur activité professionnelle, des personnes qui étaient corps et âme à leur travail. Oui, c'est ça. Et ça, moi, ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce qui a été leur driver personnel, en fait. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'ils soient allés si loin dans cet engagement et finalement à s'oublier, à être en suradaptation. Et du coup, ça rejoint une question que j'avais perdue dans le fil de mon intervention, mais que je veux te poser, Amandine, c'est comment tu les accompagnes, toi, au développement de nouvelles compétences, c'est-à-dire poser leurs propres limites, apprendre à s'écouter, apprendre à renouer avec ce qu'ils ont envie de vivre, de faire dans le cadre de leur travail. Comment tu les aides à avancer sur ce chemin où ils vont avoir davantage de ressources et donc de compétences aussi à mettre des limites ou à rayonner aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire si la personne reste dans une position de subir, de victime en disant bon ben je fais camembert parce que quand même j'ai ceci qui va pas bien ou je suis moins productive ou j'en sais rien, voilà, il y a aussi cette énergie qui va rayonner et qui comme des signaux qu'on envoie aux autres et qui les autres récupèrent en disant mais c'est vrai, il y a ceci, cela. Comment en fait elle se remet dans cette notion de pleine possession de ses talents et de ses ressources, et puis de rayonner sa plus-value dans une équipe ou au travail. Comment tu accompagnes ce Alors passage? là, on pourrait en avoir à peu près jusqu'à 17h, je pense, si je me lance, parce que du coup, c'est un travail de longue haleine qui est fait justement dans l'alliance avec les personnes. Moi, je travaille beaucoup avec les outils de l'analyse transactionnelle. Je suis certifiée ProcessCom, donc j'utilise beaucoup, en fait, j'utilise beaucoup la Process Communication modèle pour travailler là-dessus, notamment sur quels ont été les drivers, quel est le scénario qui a été mis en place, quels ont été les mécanismes d'échec sous stress qui ont été mis en place. Je travaille aussi avec les outils de la psychologie positive. Alors, moi, je dis toujours, en fait, dans tout travail de transition professionnelle, il y a plusieurs choses. Il y a la technique. Souvent, je présente comme ça, je dis, il y a la technique. Ça, c'est pas compliqué, d'accord. Donc, comment on travaille sur un nouveau projet, rien de compliqué. Et puis, derrière, il y a tout le travail qu'on va faire plutôt en coaching. Et puis, même plus sur la question du burn-out, parce que là, d'ailleurs, on va aller rechercher des éléments personnels, de l'histoire personnelle aussi sur le sujet. C'est quelles sont les fidélités familiales inconscientes, quels ont été mes choix d'orientation à un moment donné. Là, on est plutôt du coup à la croisée, là plutôt sur ma compétence de psychologue, sur laquelle je vais accompagner la personne à la prise de conscience aussi des mécanismes qui ont été mis en œuvre à un moment donné et sur comment en fait elle va mobiliser ses ressources positives. Alors je travaille beaucoup avec la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, d'accord. Donc il y a la tristesse et la colère, le déni, le marchandage, etc. Et puis à la fin il y a le cadeau caché, il y a la beauté cachée. Et in fine, ce qui est important c'est ça, c'est comment je vais aller découvrir une nouvelle réalité qui sera certainement davantage positive que ce que j'ai connu avant. Voilà. En fait, l'objectif que je vise, et pour la personne en tout cas, enfin, elle a ses propres objectifs, mais dans mon travail d'accompagnement, j'avance avec cette idée-là. C'est comment je découvre le cadeau caché de tout ce qui s'est passé. Ouais, super. Très bien. Et Elodie, est-ce que tu as d'autres questions, remarques? Non, là, dans l'immédiat, non. Je trouve c'est très intéressant, Amandine, voilà ton approche et tes interventions. Je suis ravie voilà, d'avoir découvert ce que tu fais. Ok, merci. Karine, est-ce que tu veux rebondir?
Bah non, pareil, c'était très intéressant de partir dans cet univers-là. Et ouais, moi, dès lors que l'on parle de l'humain et de cette idée qui puisse complètement reprendre sa place et rayonner qui il est dans toutes ces dimensions, moi, ça m'anime. Bah, c'est un peu ça, Pareil. en ayant entendu tout ce que vous avez dit. Là, l'humain, justement, on voit la diversité de l'humain Ouais, quand on parle de ces sujets. ouais, Et puis, on voit aussi la complexité de l'humain. On pense souvent justement à l'humain, quand on parle de capital humain, on pense souvent à l'humain qui peut être à 100%, sans forcément de diversité. Et c'est là qu'on voit justement toute la diversité et tout ce que, toutes, toutes les choses qu'il faut mettre en place pour aider chacun, mais aussi tout ce que chacun peut apporter, parce que j'imagine que lorsqu'on a des difficultés ou on n'est pas à 100%, j'imagine qu'on a des sensibilités qui doivent être différentes, qu'on doit avoir peut-être des modes de pensée qui doivent être différentes des collègues qui sont peut-être à 100%, que ce soit voilà, physiquement ou psychiquement. Donc, je pense que ouais, ça va être super intéressant déjà de travailler avec ces personnes parce que ça doit ouvrir aussi le champ des possibles. Et ça doit être vraiment enrichissant de travailler là-dessus. Vraiment, si je devais terminer par une phrase, ce serait ça, et c'est ce que je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne. J'apprends tellement de tous les échanges que j'ai avec les personnes que j'accompagne. C'est incroyable. Mm. Voilà. Très bien. C'est la réciprocité de l'échange. Oui, c'est ça. C'est Ça, important. j'imagine. Mm. Très bien. Et ben, si vous n'avez pas d'autres remarques, il est 27, donc On est on va bien. arrêter là. Comme ça, vous allez pouvoir On est bien dans le à- timing. vous allez Parfait. pouvoir aller à vos réunions ou à vos rendez-vous. Ouais. Je vous remercie toutes pour ce moment d'échange, toujours intéressant, toujours enrichissant. N'hésitez pas pour la prochaine fois si vous avez d'autres personnes qui peuvent être intéressées à venir. Et puis, pour ma part, je vous souhaite une très belle journée et puis on reste en contact. Oui. Merci. Merci Franck, merci les filles. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Belle Belle journée. journée. Bonne Ouais. journée. Franck, Ouais. on prend juste 2 secondes? Oui, On peut prendre juste 2 secondes? Ok. Bye À bye. bientôt les filles. Bye bye. à bientôt. Voilà. Du coup, en fait, comme